j'appelle Monsieur Andrea Illy, qui est le PDG Illy Café, une entreprise familiale italienne qui est née à Trieste en 1933, et donc son actuel PDG, Monsieur Andrea Illy. C'est à vous, bienvenue. Bon après-midi, mesdames, et bon après-midi, messieurs. En réalité, comme vous pouvez voir du titre, moi je vais essayer de parler de quelque chose au-delà du commerce équitable. Et en réalité, quand j'étais à Rio récemment, discuter de ces idées sur le développement durable, j'ai trouvé encore une vision qu'on dit, malgré que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas ou ne se souviennent pas de ces mots, utilitariste. Dans le sens qu'on discute si une chose est bonne ou pas bonne, en fonction des profits, de la praticité, de ce qu'il faut faire. On dirait qu'il n'y a pas encore le sens de l'urgence à réagir à toutes ces choses. Et donc, il faudra que j'essaie d'être particulièrement convaincant avec vous, même en parlant d'Illy. Alors, quand je présente Illy, j'aime dire qu'on a une mission pour le client, on a une obsession pour notre produit et on a une passion pour notre culture. Et je vais essayer, au travers de notre démarche et de notre philosophie, de les affronter tous. Donc, notre entreprise a été fondée en 1933 à partir d'un rêve. Le rêve du fondateur, c'était mon grand-père Francesco, que je n'ai pas eu l'honneur de connaître, et son rêve était, on va faire les meilleurs cafés du monde et l'offrir dans le monde entier. Voilà, on essaye encore d'y travailler. Et avec ce rêve, on a une mission qui est tout d'abord de délecter, donc ces meilleurs cafés du monde, c'est la délice, que comme on verra, ce n'est pas seulement la délice du point de vue de l'arôme, mais quelque chose de plus. À travers les meilleurs cafés que la nature puisse offrir, mais aussi, comme on verra, enrichi par les meilleures technologies, et aussi la recherche du beau, de la beauté dans tout ce qu'on fait. Avec ceci, on a deux valeurs fondamentales qui sont l'excellence et l'éthique. L'excellence qu'on entend comme passion pour le beau et les bienfaits. Alors que l'éthique, qui est plus important, ce sujet comme aujourd'hui encore, on entend comme création de la valeur dans le temps, dans le continu, à travers le développement durable, la valorisation des parties prenantes et la transparence. Donc ces parties prenantes que j'ai introduites font aussi que l'entreprise Illy soit ainsi considérée en anglais, malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen de le dire, stakeholder company. Stakeholder, c'est la traduction française et anglaise des parties prenantes. Et on a, pour ces parties prenantes, une hiérarchie très claire. C'est le consommateur d'abord. On dit que c'est le patron. C'est normal, c'est lui qui met le cash. Après, il y a les clients qui sont nos partenaires pour délecter les consommateurs. Il y a les talents de l'entreprise sans lesquels on ne pourrait pas avoir des clients et des consommateurs délectés. Il y a les fournisseurs sans lesquels, bien sûr, on ne pourrait pas avoir les meilleurs cafés du monde. Il y a les communautés. Et finalement, il y a l'actionnaire qui est au soutien de l'entreprise. Alors vous comprenez que le modèle de la stakeholder company, il s'oppose quasiment, dans le cas d'une entreprise familiale, à celui de la shareholder company. Et pour tous ces porteurs d'intérêt, on a le désir, le but ultime d'améliorer la qualité de la vie à travers la durabilité économique, la durabilité sociale et la durabilité environnementale, qu'on poursuit respectivement à travers la création des valeurs partagées pour l'économique, la croissance de l'individu pour le social et le respect de l'environnement à travers, évidemment, on ne peut pas polluer et utiliser autant que possible des ressources renouvelables. Venons donc à parler de l'obsession, qui est le produit, comme j'ai déjà mentionné. Et tout part, bien sûr, de la graine de café.
je dirais que entre 60 et 80% de la qualité de la tasse finale se trouve dans la graine. Et alors, il faut aller directement aux sources. Et voilà qu'on travaille directement avec les producteurs depuis plus de 20 ans, main dans la main, pour apprendre ensemble comment atteindre les meilleurs possibles niveaux qualitatifs, en excédant tous les standards du marché et surtout ayant la possibilité de bâtir une relation de long terme basée sur la confiance et avoir la traçabilité double de l'eau de café qu'on achète et de l'argent qu'on paye. Mais, comme je disais, il y a aussi le côté technologique, et donc c'est surtout à l'exaltation des arômes du café qu'on s'est concentré dans les dernières 80 ans, parce que l'an prochain, on va fêter 80 ans. 80 ans de la recherche de l'exaltation de l'arôme à travers le choix de la préparation. Par exemple, l'espresso, c'est mon grand-père qui a eu l'honneur de réinventer l'espresso en introduisant l'espresso de seconde génération que tout le monde connaît aujourd'hui, parce que c'est le standard qui est consommé dans les marchés. L'espresso, c'est la quintessence, c'est comme les parfums par rapport à l'eau de Cologne, c'est vraiment la condensation des arômes. Mais d'autres innovations, comme la pressurisation de nos confections, on me demande souvent, mais pourquoi vous avez des boîtes métalliques si... Parce qu'elles sont sous pression, un gaz inerte, un concentré d'arômes qui n'attend que d'être relâché seulement au moment de la préparation de la tasse. C'est une technologie exclusive. Mais aussi d'autres technologies, comme par exemple la sélection électronique de chacune des graines avant la torréfaction, ou les dosettes. D'abord, un papier, le premier système portionné jamais développé industriellement, et récemment, une capsule qui introduit une nouvelle innovation dans la préparation espresso en introduisant l'espresso de 3e génération. Tout ça pour l'arôme du café. Grâce au travail continu des 5 labos. Mais comme vous avez vu dans la mission, il y a aussi le côté de la beauté. Alors ce concept grec, ce mot, cette parole grec antique, kalokagathia, qu'on ne traduit pas dans aucune langue contemporaine, qui veut dire la fusion du beau et du bon. Alors quand on voit quelque chose de beau, on s'attend implicitement que ce soit aussi bon. Et donc c'est déjà un message. Mais outre au message que ça véhicule, la beauté, ça fait partie de l'expérience de consommation. Parce qu'elle enrichit cette expérience. C'est un plaisir polysensoriel pour tous les sens. Alors, on recherche la beauté à travers l'art. Parce que dans la définition classique, l'art, la nature, c'est le beau, et l'art, c'est la représentation de la nature, et donc la représentation du beau. C'est plus tellement vrai, disons, dans l'art contemporain, mais tout de même, on aime faire de l'art qui soit aussi beau. Et donc, avec tout ceci, il est évident que c'est un produit de haut de gamme, il est. Pas question, pas hors de question. Et donc, ce modèle de business est un modèle qui nous mène au retour incrémentaux. Alors, il y a un économiste américain qui s'appelle Brian Arthur qui a théorisé la théorie des retours incrémentaux, qui s'oppose aux retours décrémentaux, qui sont ceux qui se passent normalement. La théorie des retours incrémentaux se base sur le feedback, donc sur le feedback. Si le feedback est positif, il y aura davantage de consommation, il y aura une disponibilité du consommateur à payer un premium, et ceci va générer des marges qui vont créer la possibilité de faire davantage d'investissements pour davantage de plaisir, marge, investissement, et les increasing returns. Donc c'est durable. Et voilà, quand je vous dis, quand mon titre est au-delà du commerce équitable, c'est là la différence. La différence est que nous, on fait payer un prix supérieur et on paye un prix supérieur aux fournisseurs, aux, caféiculteurs, mais pour beaucoup plus de plaisir. Alors que les fondements du commerce équitable, c'est de faire payer plus pour un concept charitable, pour un concept d'être sûr de payer un prix qui est juste. Mais ceci viole les lois fondamentales de l'économie du marché, que c'est l'offre et de la demande. C'est l'offre et la demande qui fait le prix, et ce n'est pas l'effet qu'on décide unilatéralement de payer plus ou moins en fonction de valeurs, disons, sociales. Voici
Cette démarche elle est soutenue tout d'abord par le fait qu'on a un contrôle familial. Le contrôle familial nous permet d'avoir contrôle des décisions et une cohérence de long terme, mais aussi des transferts du savoir-faire au cours des générations, parce qu'on n'est pas victime des contrôles des actionnaires et des analystes financiers qui regardent tous les trimestres. Mais cette démarche est aussi soutenue par d'importants projets, et là il y en a un, c'est l'Université du Café, c'est peut-être le plus important qu'on a fondé. On l'a fondé pour former les caféculteurs, mais en même temps pour former avec un autre département les professionnels de l'hospitalité, et en même temps aussi les consommateurs pour qu'ils puissent enrichir son expérience et sa culture sur le café. C'est un projet important parce que ça forme plus de 20 000 personnes par année, elle a des sièges dans 23 pays, et ce sont des programmes qui se passent du plus simple des fondements de la culture de café d'une mi-journée jusqu'à un master degree qui est after graduate. En cohérence avec notre valeur de transparence que j'ai déjà mentionnée, on a décidé de certifier tout cela. Et donc, étant donné qu'il n'y avait pas de normes existantes sur le marché, on a demandé à notre leader historique d'Ethnologue Veritas s'il pouvait faire quelque chose. Et ils ont travaillé 2 ans pour mettre au point un nouveau protocole. Un nouveau protocole qui mesure la durabilité de toute la chaîne d'approvisionnement, de la plante jusqu'à la tasse. Il n'y a pas moins de 200 critères que notre entreprise doit respecter. Alors, quand le président Hollande nous demande s'il y a des critères pour comment évaluer les entreprises au-delà du profit, en voilà un. Je serais ravi de le présenter. Évidemment, c'est un schéma qui est ouvert à tous. Ce n'est pas seulement limité au secteur du café, parce que c'est un protocole général. Et donc, c'est l'ouverture. Ce qui est important à remarquer, que c'est notre entreprise qui est certifiée. Ce non pas les petits producteurs. On trouve que, étant donné que le torréfacteur est tout d'abord responsable face aux consommateurs, et ensuite, secondo, c'est l'entreprise qui est la chaîne la plus forte, disons, de toute la chaîne de la valeur du café, c'est l'entreprise qui doit prendre l'initiative et soutenir les efforts d'être certifié, pas les petits producteurs qui sont l'anneau, disons, faible de la chaîne d'approvisionnement. Et c'est ça la seconde différence par rapport à ce qu'on dit commerce équitable. Mais vous allez vous demander pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Et voilà la philosophie, la passion dont je vais vous parler dans les 10 minutes qui restent. Alors, la philosophie, c'est un jeu de mots bien sûr, c'est notre culture d'entreprise, c'est notre passion. Alors je vais commencer à vous expliquer, vous faire une petite introduction de la démarche que je vais essayer de suivre pour vous présenter. Alors quand j'avais un professeur de mathématiques, c'était un peu les plus, disons, celui qui aimait faire des blagues à l'université, il nous a démontré qu'un sandwich c'est mieux que la félicité, que le bonheur éternel. Pourquoi ça? Je dis parce que le sandwich c'est mieux que rien, et rien n'est mieux que le bonheur éternel, et donc par la propriété transitive, un sandwich c'est mieux que le bonheur éternel. Voilà, je vais essayer de suivre plus ou moins la même démarche, mais j'espère aussi qu'on s'amuse un peu. Alors, je vais, tout d'abord, il faut dire une chose, que le cosmos et les humains sont fondus. On fait partie du cosmos. Et donc, si on détruit le cosmos, on détruit les humains. Je crois que c'est un petit problème qu'il faut tenir en compte. Et donc, ceci est un problème de conservation. Mais en même temps, la vie humaine, terrestre, tous les jours, se base sur le bonheur. Et donc, sur la satisfaction. Ces deux choses sont l'une qui concerne le présent, la satisfaction, et l'autre qui concerne le futur. Ces deux choses étaient, jusqu'à maintenant, en conflit. Parce que nous, on est en train de finir une période de siècles basée sur le feu, sur la combustion, et sur la consommation des ressources en général. Et là, il y a un conflit. Parce que satisfaire nos désirs de bref terme, de court terme, compromet les désirs de long terme. Mais, et voilà la positivité des conférences de ce genre, on est en train d'introduire une nouvelle période.
qui par ailleurs correspond à la prédiction qu'avaient fait les Mayas. Les Mayas disent qu'en 2012, il y a la fin de ce monde et il y en a un autre qui commence. C'est le monde de la technologie pour l'énergie et pour la conservation des énergies. Quand il y a la conservation des ressources, il n'y a pas de problème à faire épouser le présent et le futur. Alors les désirs sont matériels, présents comme on a vu, et ils sont pour les individus. Alors que la conservation est un intérêt de la communauté. Ce qu'on appelle les intérêts généraux, ou l'intérêt général, celui de la société tout entière, qui sont des intérêts économiques, sociaux et environnementaux, comme on vient de voir, du futur. Donc en conclusion, si on met tout cela ensemble dans un shaker, on trouve une chose comme ça, voilà. On peut, en poursuivant en même temps la satisfaction et la conservation, le présent et le futur, les désirs matériels et les intérêts économiques, sociaux, environnementaux, avoir la durabilité. Et cette durabilité est importante pour l'entreprise en particulier. Pourquoi? Parce que l'entreprise est une communauté. Alors on parle des communautés économiques, on parle des communautés sociales, on parle des communautés religieuses, on parle des communautés de tout genre. Mais il n'y a que 3 institutions de la société qui sont en même temps créées autour d'intérêts en même temps économiques, sociaux et environnementaux. Ce sont les familles, ce sont les entreprises et ce sont les États. Et donc je vois une hiérarchie dans la société, les familles comme des briques qui font des murs, les entreprises, et les entreprises qui font les bâtiments, qui sont les États. Et ceci donne un rôle de moteur à l'industrie. Ce sont finalement les entreprises qui bâtissent la société, même du point de vue matériel. Qui est-ce qui développe les nouvelles technologies? Alors je vous donne simplement une idée de comment ça se passe en réalité. Depuis le début du siècle 1900 jusqu'à aujourd'hui, les produits, les GDP, donc les produits nationaux bruts, ont augmenté de 900 fois. Et la valorisation en bourse des entreprises de 10 000. Alors donc vous comprenez, c'est comme un engrenage qui entraîne la société. Il faut en être conscient. Mais comment est-ce qu'on va faire cela? Comment est-ce que l'entreprise peut se prendre cette responsabilité économique et sociale? Bon, les 2 ressources fondamentales de l'entreprise, ce sont le capital et les connaissances. Le capital, s'il n'y a pas de profit, il s'érode, il se consomme jusqu'à l'extinction. Donc, je ne suis pas d'accord avec l'idée d'une économie qui va au-delà du profit, ou qu'on peut avoir une économie sans profit. Le profit est un moyen, c'est ça la différence. Ce n'est pas un but pour enrichir des gens, c'est un moyen pour la survie des entreprises et pour les investissements qu'elles font pour augmenter la satisfaction et la conservation. Étant donné que pour générer des profits, il faut créer de la valeur, voilà que le but de l'entreprise durable est de créer dans le temps, donc dans les contenus, de la valeur et des connaissances à partager avec les parties prenantes pour la satisfaction et la conservation. Voilà. Moi, j'ai fini là-dessus et je vais retourner cultiver mon jardin en espérant que beaucoup d'entre nous fassent autant.